Le système nerveux autonome, il est principalement constitué du nerf vague qui part du cerveau et qui relie les oreilles, les yeux, le nez, la bouche, les poumons, le cœur, tous les organes du système digestif. Chez les personnes anxieuses, en fait, le nerf vague remonte en permanence l'information qu'il y a un problème, qu'il y a un danger. Ça crée un état d'hypervigilance qui a toute une série de conséquences d'un point de vue physiologique et on se retrouve avec plein de symptômes chroniques où on a l'impression qu'on ne sait pas d'où ils viennent, pourquoi ils sont Mhm. là et pourquoi on n'arrive pas à s'en débarrasser. Bonjour Alexandra, Bonjour Hélène. merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation pour venir parler du système nerveux et des symptômes chroniques, donc du lien entre les deux. Donc toi, tu es coach et thérapeute spécialisé en anxiété, stress et trauma. Donc, je vais C'est te ça. laisser te présenter un petit peu plus en profondeur. Avant, je voulais juste remercier les gens qui regardent cette vidéo. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires, on y répondra bien évidemment. Donc aujourd'hui, on va parler un petit peu du lien entre le système nerveux et l'inflammation chronique dans le corps qui peut provoquer des symptômes comme des manifestations cutanées, mais aussi des troubles digestifs, de la fatigue chronique, etc. et bien d'autres problèmes. Voilà, je vais te laisser te présenter, Alexandra. Peut-être parle-nous un petit peu de ce que tu fais, de ton travail. Et ce serait intéressant de savoir comment tu en es venue à t'intéresser au système nerveux, justement. Ok. Alors moi je suis coach et thérapeute euh, parce que j'ai au départ une formation de psychopraticienne analytique, donc je suis Mhm. psy, hein, pour dire les D'accord. choses de manière un peu caricaturale, et une formation de d'hypnothérapeute. Je faisais de l'hypnose ericksonienne également. Donc au départ j'avais un profil très thérapeute en fait. Et quand on est thérapeute, quand on voit des gens qui viennent nous voir en cabinet parce que ça va pas, on voit beaucoup de gens qui ont, où c'est le corps qui parle en fait, où Mhm. c'est le corps qui ne va pas. Et je m'étais rendu compte qu'en fait il y avait un parallèle en fait entre les pensées qu'on fabriquait, qu'on a, qui nous occupent beaucoup, et puis un état d'être, on va dire, plus général au niveau physiologique. Donc, comme j'aime bien comprendre, j'ai repris une formation et je me suis formée comme naturopathe. Donc, parce que je voulais savoir, en fait, avoir toutes les bases de, on va dire, l'hygiène de vie et savoir comment rééquilibrer l'organisme. Parce qu'on va voir qu'il y a un gros lien entre anxiété et inflammation, en fait, Mhm. de l'organisme. Et puis, comme ça me suffisait pas, il me semblait qu'il y avait encore des choses à gratter, on va dire, pour avoir un accompagnement global satisfaisant pour moi, je me suis formée en neurosciences et je me suis formée sur le système nerveux et plus particulièrement ce qu'on appelle la théorie polyvagale, qui est on va dire, une approche thérapeutique qui a été créée par un médecin américain dans les années 90 qui s'appelle Stephen Porges. Donc avec tout ça, j'avais le package, on va dire, global pour pouvoir accompagner les personnes anxieuses, des pieds à la tête, on va dire, et esprit compris. Et puis j'ai fait une formation de coach parce qu'en fait, j'avais envie de sortir de la posture de thérapeute Mhm. habituelle, on va dire, qui reçoit ses patients les uns après les autres toute la semaine, etc. Et j'avais envie de pouvoir proposer des choses aux gens où ils étaient beaucoup plus impliqués en fait dans leur process de guérison et leur donner des clés pour comprendre. Donc je me suis formée au coaching pour avoir ces outils-là en fait et pouvoir fabriquer des programmes qui répondent à cette vision que j'avais. D'accord. Pourquoi l'anxiété? Eh ben parce que moi, j'ai été une grande anxieuse pendant des années. Souvent, ça part de soi. Oui, c'est Hein. ça. Alors, Mhm. moi, je faisais partie de ce qu'on appelle les anxious achievers. Donc, c'est on va dire, les anxieux ambitieux. Donc, moi, je bossais 70 heures par semaine. Mhm. J'avais mal au ventre continuellement. Je dormais 4 heures par nuit et j'en faisais toujours plus en me disant, de toute façon, ce que je fais ce n'est pas suffisant. Je ne suis pas assez. On va se rendre compte que je suis un imposteur. Mhm. Et puis un jour, j'ai compris qu'en fait, c'était pas normal en fait de voir le monde sous ce prisme-là et que c'était possible
d'être plus cool, on va dire, d'une manière générale. Ce qui était très compliqué pour moi parce que dans ma vision de l'époque, être plus cool, s'arrêter, ça voulait dire mourir. En gros, ça Mhm. voulait dire ne plus rien faire, etc. Donc, ça a été tout un apprentissage euh, d'autres codes. Et en fait, ça passe bien sûr par la compréhension de certaines choses, ça passe surtout par le rééquilibrage du système nerveux. Et donc, c'est ce que je fais aujourd'hui. 100% de mes activités sont tournées là-dessus. Et donc, j'accompagne des gens qui souffrent d'anxiété. Il y a plein de manières différentes de souffrir de l'anxiété. Et on rééquilibre ensemble leur système nerveux. Je leur apprends comment faire pour qu'ils soient autonomes. Et puis après, c'est une nouvelle vie qui Mhm. s'ouvre pour eux. De Voilà. l'autre côté, ouais. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu ce que c'est que le système nerveux en fait? Qu'est-ce que c'est? Comment il fonctionne? Le système nerveux, c'est un truc concret dans la matière, hein. C'est quelque chose qu'on Mhm. a à l'intérieur du corps. Donc, en fait, il y a ce qu'on appelle le système nerveux central, c'est le cerveau et la moelle épinière, qui est relié au nerf moteur. Donc, si je décide de fermer mes mains, bah, je le décide en fait, hein. C'est volontaire. Et puis, on a ce qu'on appelle le système nerveux autonome. Le système nerveux autonome, il est principalement constitué du nerf vague, qui est en fait une paire de nerfs, la plus grande paire de nerfs du corps, qui part du cerveau et qui relie les oreilles, les yeux, le nez, la bouche, les poumons, le cœur, tous les organes du système digestif, qui fait plein de ramifications. C'est pour ça qu'on l'appelle vague, nerf vague, parce Mhm. qu'il est D'accord. un peu diffus. Et ce système nerveux autonome, c'est un rôle de veille permanente. En fait, en permanence, il reçoit des informations de ce qui se passe à l'intérieur de notre corps et il reçoit des informations de ce qui se passe autour de nous. Donc là, pendant qu'on est en train de parler, nos nerfs vagues, ils font attention à la température de la pièce, au bruit, enfin à plein de choses, qui fait Mhm. que s'il y avait un énorme bruit effrayant tout d'un coup, eh ben, on serait vigilante pour pouvoir peut-être partir en courant si c'est nécessaire. Et ce nerf vague, ce système nerveux autonome, il travaille en dehors du champ de notre volonté. Il s'occupe des battements du cœur, de la respiration, de la digestion et de la perception, hein, de la perception des sons, des odeurs, de la température, des contacts, etc. En fait, ça se fait en permanence, 24 heures sur 24, sans que on décide pas que notre cœur doit battre, en fait. Ça se fait. Mhm. Donc, il est complètement lié à tous ces différents systèmes et organes du Exactement. corps. Mm. Exactement. Et donc, en fonction des informations qu'il remonte au cerveau, soit il remonte l'information que tout va bien, qu'on est en sécurité, soit il remonte l'information qu'il y a un ou des problèmes. Chez les personnes anxieuses, en fait, le nerf vague remonte en permanence l'information qu'il y a un problème, qu'il y a un danger. Mhm. Donc, ça crée un état d'hypervigilance qui a toute une série de conséquences d'un point de vue physiologique. Parce qu'en fait, si on est hyper vigilant parce qu'il y a un danger, ça veut dire qu'il faut se préparer au danger. Donc, le sang va affluer vers les muscles et les organes vitaux. Donc, ma respiration va se modifier. Donc, mon rythme cardiaque va se modifier. Donc, je vais consacrer moins d'énergie à bien digérer parce que c'est pas vital, ça. Mhm. Je vais consacrer plus d'énergie à fabriquer des hormones qui servent mon mode combat. Donc, je vais fabriquer plus de cortisol, plus d'adrénaline. Et en fait, tout ça fait qu'au bout d'un moment, les systèmes s'épuisent et on se retrouve avec plein de symptômes chroniques où on a l'impression qu'on ne sait pas d'où ils viennent, pourquoi ils sont Mhm. là et pourquoi on n'arrive pas à s'en débarrasser. Voilà. Donc, ce qu'on apprend, en fait, quand on veut guérir de l'anxiété, c'est d'abord à entendre cette alarme qui sonne, pourquoi elle sonne comme ça, d'où elle vient, et à ramener une sensation de sécurité dans le système nerveux pour éteindre cette alarme, Mhm. en quelque sorte. Mais ça, bien sûr, ça ne se fait pas par la parole, hein, ou par la pensée, parce que le nerf vague, il parle pas. Le nerf vague, il Mhm. ressent. Donc, on a une approche qui est somatique. On appelle ça le somatic experiencing, c'est-à-dire que c'est un mode d'échange thérapeutique qui met au centre les ressentis des personnes. Ce qui peut être très compliqué pour les anxieux, parce que souvent, le corps est tellement un espace
d'inconfort, voire carrément de souffrance, qu'on n'a pas du tout envie de ressentir les choses. Mhm. Et qu'au fur et à mesure du temps, on s'est coupé de ces sensations. Pour certaines personnes, on va jusqu'à la dissociation, c'est-à-dire qu'on a l'impression de se regarder vivre. Ouais. Mm. Donc, il suffit pas de décider que maintenant on va ressentir les choses. C'est vraiment tout un apprentissage, et donc il faut le faire tout doucement, progressivement, avec des petites techniques qui permettent de se sentir en sécurité. D'accord. Alors, je te poserai un peu peut-être des questions là-dessus un peu plus tard dans l'interview. Et je voudrais savoir qu'est-ce qui fait justement qu'on peut avoir un système nerveux qui est dérégulé? C'est pourquoi certaines personnes ont un système nerveux qui est dérégulé alors que d'autres arrivent très bien à fonctionner sans anxiété et à gérer leur stress correctement au quotidien. Alors, d'abord, il y a beaucoup plus de personnes qui sont dérégulées que de personnes qui sont régulées. Et beaucoup de personnes ignorent le fait qu'elles sont dérégulées parce qu'en fait, elles Hmm, ont trouvé des stratégies d'adaptation qui leur permettent de tenir. d'accord. Hein. En fait, euh, face au... Alors, le stress, c'est quelque chose de naturel. Hein. Le stress, tout le monde ressent du stress. C'est positif de ressentir du stress. C'est ce qui permet de se mettre en mouvement, de remporter un challenge. Oui, c'est ça, c'est Voilà. essentiel Hein, aussi ça, pour c'est nous, le essentiel. stress. Hein. Ce Mhm, qui est pas bon, c'est le stress chronique, ouais. c'est-à-dire le stress qui s'installe et qui ne s'arrête plus parce qu'on est dans une situation professionnelle, par exemple, qui va très mal, ou parce qu'on est dans une situation familiale, on accompagne quelqu'un qui est malade, par exemple, et ça dure des mois et c'est très difficile, parce qu'on a eu un deuil, une rupture et qu'on n'arrive pas à Mhm. passer au-delà. Donc, il y a plein de causes hein, au stress chronique. Je, Et je, je, je fais juste une parenthèse. Je vais juste mettre le lien d'une vidéo que j'ai faite il y a quelques semaines avec Art Milan Mazo du compte Ad Homeos sur le stress chronique, justement. Donc voilà, si ça intéresse les gens qui regardent d'aller voir cette vidéo-là, on parle en détail du stress chronique. dans le stress chronique, en général, on sait ce qui nous stresse. Mm. On sait qu'on est dans un travail qui est difficile. On sait qu'on est en train d'accompagner une personne malade. Donc, on a une cause à laquelle on fait face et qui ne s'arrête pas, mais on a une explication Mhm. à cet état d'être. L'anxiété, c'est un état d'être douloureux sans cause. On ne sait On ne pas sait pas pourquoi on fait ça, forcément. on se sent D'accord. comme ça. Et c'est ça qui Mhm. est terrible pour les personnes anxieuses, c'est qu'elles finissent par croire qu'en fait, c'est leur caractère. Elles sont Oui, comme ça. c'est ma Voilà, nature c'est leur nature. anxieuse. Ouais, Alors ouais. qu'en fait, c'est pas vrai du tout. Mhm. L'anxiété, c'est la réponse du système nerveux qui dit il y a un danger, il y a un danger. Alors pourquoi il y a des gens qui vivent de l'anxiété? Derrière l'anxiété, il y a toujours un trauma. Alors quand on prononce le mot trauma, là tout de suite, on a l'impression que c'est la grosse bombe qu'on a lâchée, qu'on parle de choses terribles, de violence, de deuil, d'arrachement, de choses comme ça. Mais en fait, un trauma, c'est simplement un fait, un état, une émotion qu'on a vécue et qu'on n'a pas réussi à dépasser, sur Mhm. lequel on est resté bloqué. Donc, un trauma, ça peut être quand j'étais ado, je me suis disputée avec ma meilleure copine dans la cour de l'école et elle m'a plus parlé et, euh, et puis j'ai continué à faire ma vie et je n'y ai plus jamais pensé. Mais en fait, je n'ai jamais dépassé ce truc-là. Et de là, j'en ai tiré une dérégulation euh, qui s'est installée et qui est allée en s'empirant. Parce qu'en fait, ça ne se calme pas tout seul, la Mhm. dérégulation du système nerveux. Généralement, les gens anxieux, ils arrivent pas à dater, alors sauf dans le cas du stress post-traumatique, mais sinon, ils n'arrivent pas à dater un événement qui a déclenché ça, et ils ont l'impression d'avoir été anxieux depuis toujours, parce qu'en D'accord. fait, l'origine est dans l'enfance, en fait, et Mhm. dans les relations familiales qu'on a eues. Ce qui ne veut pas dire que les gens anxieux sont des gens qui ont eu des parents affreux. Hein, Bien ça n'a sûr. rien à voir avec ça. Alors, bien sûr, hein, on peut avoir eu des parents très, très difficiles et ça peut être la cause de l'anxiété, mais en fait, euh, c'est le simple fait que les parents n'aient pas réussi à un moment donné à rencontrer nos besoins. Et ça tient beaucoup à, par exemple, à certaines croyances d'éducation dans des familles où on est très exigeant avec les enfants, ou bien on montre pas ses sentiments, ou bien on a des parents pas très disponibles, ou un parent qui a été malade.
des parents qui voyagent beaucoup, où on a eu plein de frères et sœurs, on a été dans une grande famille et en fait, du coup, bah, les parents, ils n'étaient pas très disponibles individuellement pour les enfants. Donc, il y a plein de causes qui sont pas des causes pathologiques, je dirais, qui sont pas des causes d'un dysfonctionnement de la famille. Hein. Et c'est peut-être Et pour ça justement que c'est difficile pour certaines personnes exactement, de se rendre compte de l'origine de leur exactement. anxiété. La Mm. plupart des personnes que j'accompagne me disent, moi j'ai l'impression d'être anxieuse ou anxieuse depuis toujours, et pourtant j'ai grandi dans une famille super, on n'a eu Mm. aucun problème et on n'a jamais manqué de rien. C'est moi qui ai un problème. Alors Mhm. qu'en fait, quand on décortique, très très vite les personnes se rendent compte que ah mais oui en fait j'avais besoin de telle chose quand j'étais enfant et c'était pas possible dans ma Mhm. famille parce que Ouais. nos croyances, notre éducation ne me le permettaient pas. Ouais, c'est fascinant. Et donc, en fait, un traumatisme d'enfance peut être à l'origine de tous nos symptômes, enfin, de beaucoup de symptômes Un chroniques. traumatisme d'enfance est toujours accompagné d'une dérégulation du système nerveux. Le principe, c'est que quand le système nerveux se dérégule, au départ, ça n'est pas un problème. En fait, le système nerveux, il est fait pour pouvoir aller dans plusieurs états. Il n'est pas fait pour être que cool. Hein. On n'est pas Mhm. fait pour être que euh, bien et en connexion avec les autres, etc. Si Ça, demain, c'est important de le oui, préciser hein, justement parce qu'on a l'idée, ah bah, je vais faire de la méditation ou de la relaxation uniquement, mais voilà, ça passe aussi par bien sûr, évacuer son stress autrement aussi par le mouvement. tout à fait. Si par exemple demain, je suis dans la rue et quelqu'un vient m'agresser, je vais pas lui dire oh mais je suis tellement contente d'avoir l'occasion de rencontrer quelqu'un de différent. Hein. Non, en fait je Mm. vais avoir peur et je vais peut-être partir en courant ou je vais peut-être me battre si j'ai les capacités physiques de me défendre. Le fait de partir en courant ou de se battre, c'est ce qu'on appelle le fight or flight. Hein, donc Mhm. c'est le combat-fuite, c'est le mode sympathique du système nerveux qui se met en route, le mode action. Et donc, il est essentiel de pouvoir avoir accès à cet état-là quand on est face à une agression, par exemple. Mhm. Le figement, le freeze, qui est un autre état du système nerveux, c'est aussi un état qui est essentiel. Bah, par exemple, la personne m'a agressé, je pars en courant pour lui échapper, la personne me court après, je vais peut-être me cacher dans une porte cochère et je vais plus respirer, je vais plus bouger. Ça, c'est du D'accord. freeze. Il Mhm. faut que je sois capable de le faire. Ce qui est problématique, c'est quand je reste bloqué dans un état du système nerveux et que je n'arrive pas à revenir dans un état de sérénité, de repos et de récupération. Et c'est Mhm. là, en fait, que le système s'épuise. Parce qu'à force d'être tout le temps en mode danger, on finit par s'épuiser. C'est comme Et ça on peut avoir de la fatigue chronique, ce genre de choses. exactement. De D'accord. l'eczéma partout, un syndrome de l'intestin irritable, Mhm. enfin tout un tas de choses euh, qui peuvent en découler ensuite parce que en fait l'organisme s'acidifie et on va de moins en moins bien. Et c'est Mhm. pour ça aussi que, bah, par exemple, la méditation, ça convient pas à tout le monde. Mhm. Si Évidemment, je oui. suis en mode combat parce que j'ai l'impression que l'univers entier est contre moi et qu'on me demande de m'asseoir sur un tapis de méditation et de plus bouger, je vais devenir dingue. Mhm. Hein, parce que mon Bah oui. système nerveux est en train de me dire reste en mouvement parce que le mouvement c'est la vie et moi je m'assois et je bouge plus. Bah, il peut pas être d'accord en fait. Donc Mhm. ça va augmenter encore l'anxiété parce que le système nerveux se dit non mais en fait elle n'a rien compris quoi. Donc je vais pousser plus fort les sentiments d'anxiété pour qu'elle comprenne que là il faut bouger. Ouais, ça, Hein. c'est super intéressant. Je trouve ça super intéressant parce que moi, j'ai toute une histoire avec l'anxiété hein, et les phobies, etc. Et à l'époque, justement, ce qu'on me conseillait, c'était va faire du yoga et aussi le sound healing, tu sais, t'allonger avec de la thérapie par le son. Alors qu'en fait, moi, j'avais besoin justement d'action, quoi. J'avais besoin de faire de Oui, de bouger, de relâcher. danser, de voilà. Et c'est à partir du moment où j'ai vraiment, où justement je suis partie dans la danse à fond, que les choses ont commencé à bouger. Voilà, j'avais pas besoin enfin, si la méditation ça faisait du bien évidemment, mais j'avais besoin d'autre chose à ce moment-là. Oui, mais ça peut venir Donc, dans un second temps en fait dans ce cas-là. mm, Voilà. mhm, Et à l'inverse, quelqu'un qui est complètement en shutdown, c'est-à-dire qui a tellement épuisé son système que ça ressemble au burn-out en fait, en quelque sorte, le shutdown. mhm,
bah là, on va pas lui dire va danser. Non, c'est pas possible, il n'y a Mhm. plus d'énergie dans le corps. Hein. Oui, Donc, se à ce reposer. moment-là, eh ben, on va privilégier le repos et puis des mises en mouvement très douces. Là, par exemple, le yoga, mais un yoga très doux, comme le yin, par exemple, Mhm. ça va très bien marcher. D'accord. Et on va accompagner la personne pour que petit à petit, elle se retape, quoi, hein, elle remonte son énergie pour pouvoir se remettre en mouvement. Et ça, Est-ce qu'on peut être dans les deux, oui, dans deux situations, oui. là, le combat et en même temps le figement? Enfin, Alors, oui, le combat plus le shutdown, c'est le figement. C'est d'accord. typiquement les gens qui procrastinent. J'ai terriblement envie de faire cette chose-là, mais j'y arrive pas. Je me Mhm. mets devant mon ordinateur le matin, puis je me lève, je vais me faire un café, puis je m'assois, puis finalement j'appelle une copine. Puis enfin, Ouais. ça c'est le figement. On peut être en sympathique dans le mode sa vie professionnelle et on peut être en figement dans sa vie personnelle. On peut être en train de bâtir des choses D'accord. au niveau pro et être incapable de s'engager dans une relation amoureuse. Mhm. Hein. Ça dépend des domaines de la vie en fait. Mhm. D'accord. Ouais, c'est Que super intéressant. c'est une grande part en fait de la guérison de l'anxiété, c'est comprendre comment ça marche. Et parce qu'à partir de là, on récupère son autonomie. Et moi, j'aime beaucoup l'idée en tant que personne, que patient, que d'être leader de ce qu'on fait, d'avoir de l'autonomie dans ce qu'on fait et de comprendre ce qu'on fait. Je Mhm. trouve que la passivité, euh, c'est euh, c'est encore plus angoissant pour les anxieux, en fait. Mhm. On n'a pas le contrôle et Ouais. ouais, il y a un sentiment, je pense, de contrôler la situation Eh quand on oui. comprend les choses. Exactement, et ça remet du sens, alors qu'on Mhm. a l'impression qu'on est dans un truc qui a aucun sens depuis des années, et puis d'un coup on comprend. Mhm. C'est déjà un soulagement, Bien même si sûr. c'est pas encore la guérison, c'est déjà un soulagement en fait de comprendre ce qui se passe. Oui, c'est ça, parce que quand tu comprends pas, ça te donne encore plus d'anxiété, en fait. Ça Exactement, alimente l'anxiété. Et exactement. donc, qu'est-ce qui se passe concrètement dans le corps quand le système nerveux est dérégulé? Par exemple, une personne qui souffre voilà, d'une dysbiose ou d'un intestin irritable ou de problèmes cutanés. Moi, je parle un peu de problèmes cutanés parce que ça concerne pas mal de personnes qui me suivent. Alors, donc ce que je disais tout à l'heure, c'est que le nerf vague, donc ce grand nerf qui anime, on va dire, la fonction du système nerveux autonome, il relie tous les organes du système digestif. Donc, Mhm. quand on est en mode danger, le nerf vague, il envoie l'information au système digestif qu'il faut ralentir. Il faut ça va pas s'arrêter complètement, bien sûr, hein, parce que si on arrête complètement de digérer, on est mort. Mais donc il faut ralentir parce que la digestion, c'est quelque chose qui consomme énormément d'énergie dans notre corps. Mhm. Et donc l'énergie va être reroutée vers ce qui va permettre le combat ou la fuite. Donc le système digestif se met au ralenti, donc on digère moins bien. Quand on digère moins bien, alors ça peut se loger à différents endroits chez les personnes. Ça peut être l'estomac, qui par exemple va être trop acide ou pas assez acide. Trop acide, je vais avoir du reflux gastro-œsophagien. Donc, je vais avoir du mal à manger et je vais avoir une acidité qui va petit à petit se répandre au niveau de tout mon système digestif. Ça tue mes bonnes bactéries. Je tombe dans la dysbiose. La dysbiose, hein, c'est le déséquilibre de la flore intestinale, le fait que on a de plus en plus de mauvaises bactéries et de moins en moins de bonnes bactéries. Donc ça, c'est un cas. À Mhm. l'inverse, j'ai pas assez d'acidité dans l'estomac. L'estomac, c'est l'endroit où on digère les protéines, notamment. Donc, si elles sont pas assez bien décomposées, eh ben, elles vont partir ensuite dans les intestins en n'étant pas assez bien pré-digérées, on va dire. Et donc, l'assimilation va pas bien se faire. Mhm. Donc, au fur et à mesure, en fait, les intestins, eux, vont se mettre à souffrir et ils ont un rôle, en fait, d'absorption des vitamines, des minéraux, des nutriments et ils vont le faire de moins en moins bien. Donc, d'une manière générale, c'est tout l'organisme qui va en souffrir. En fait, on est un peu comme une espèce d'usine hein, à l'intérieur qui prend des nutriments, des vitamines et des minéraux dans l'alimentation, qui décompose tout ça pour permettre aux cellules de faire leur travail. Et donc, à ce moment-là,
on va moins bien assimiler tout ça et aussi moins bien traiter les déchets parce qu'en fait, les mauvaises bactéries à l'intérieur des intestins, ce qui est créé par la dysbiose, pour notre organisme, c'est des déchets. Donc, ça va aller surcharger le foie. Le foie, ça fait partie de ce qu'on appelle les organes émonctoires, donc les organes qui ont pour rôle de sortir les déchets de l'organisme. Et quand le foie est surchargé parce que il y a trop de déchets à sortir, parce qu'au niveau des hormones, on produit plein de cortisol, plein d'adrénaline, et en général, ça a une influence sur le traitement de l'insuline et sur les hormones thyroïdiennes, parce que tout est lié. Donc le foie, au bout d'un moment, il sature, et la peau, c'est un émonctoire de secours. Donc quand mon Mhm. foie, vous savez, c'est comme les trucs, je mange plein de chocolat pendant les fêtes, et puis hop, 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 j'ai des petits boutons Mhm. qui sortent. Ben, c'est parce qu'en fait, le foie, il en peut plus. Donc, ça sort par la peau. Mhm. Donc, et selon notre terrain, hein, selon les personnes, on a des terrains différents. Ben, on va faire plutôt des boutons, on va faire plutôt de l'eczéma, on va faire plutôt des dermatites. Voilà. Donc ça, c'est un exemple. Hein. Mhm. La peau peut se mettre à sortir en fait les toxines en fait en quelque sorte. Ça peut se porter aussi sur les poumons. Il y a des gens Mhm. qui ont des bronchites chroniques, des inflammations chroniques, des sinusites en permanence, C'est tout ce qui, allergie. voilà, des allergies, Mhm. tout ce qui est it, tout ce qui finit en it, c'est de l'inflammation. Donc en fait, quand l'organisme se déséquilibre, on acidifie l'organisme. Alors ça ne veut pas dire qu'on a un pH acide dans le sang. Hein. Notre pH il est toujours neutre. Si on était acide vraiment, bah, on serait mort, hein, bien sûr. Mhm. Mais c'est qu'on tend vers l'acide et à ce moment-là, en fait, l'organisme souffre terriblement de ça. Ça met en place, ça active le mécanisme inflammatoire. Donc, l'inflammation, c'est une réaction normale du corps. Hein. Si je prends un coup de soleil, ma peau devient Mhm. rouge, elle est inflammée. C'est parce que les petites cellules sont en train de travailler pour réparer ma peau. Donc, il faut avoir une capacité à l'inflammation dans l'organisme. Et si l'inflammation devient chronique, bah, c'est comme ça qu'après, bah, Ouais, on c'est a à des peu près comme le maladies stress. Ouais. Ouais. chroniques. Mhm. Hein. Mhm. Et qu'on va se retrouver avec la fibromyalgie, par exemple. C'est une maladie chronique très liée à l'anxiété, très liée à D'accord. l'acidité de l'organisme et au dérèglement de la fonction intestinale, par exemple. Mhm. Le syndrome prémenstruel aussi, c'est quelque chose qui se s'allège énormément quand on travaille sur l'équilibre de l'organisme. C'est hormonal, hein, bien sûr, mais pas que Mhm. hormonal. Oui, en fait, c'est un peu comme si le système nerveux, c'est un peu la base, enfin la fondation. Je le comprends C'est comme la ça, en tout tour de cas. contrôle qui veille en permanence pour vérifier si on est en sécurité ou pas. Il Mm. travaille 24 heures sur 24, notre système nerveux. Donc, si par Donc, exemple, je veux travailler sur mes symptômes, je veux améliorer mes symptômes chroniques et que voilà, je vais prendre soin de mon intestin, de mon équilibre hormonal, etc., mais que je ne m'occupe pas de mon système nerveux, bah, on alors, peut rester. ça Ça fera va du faire bien, du hein, bien, mais bien sûr, ouais, mais j'aurais fait qu'une partie du chemin. voilà. Voilà. En fait, Mm. en naturopathie, on recherche toujours la cause de la cause de la cause. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait qu'on en est arrivé là? Alors, parfois, on peut avoir des dysbioses intestinales sans être anxieux. J'ai mangé quelque chose Mm. d'avarié, j'ai attrapé des bactéries à l'intérieur des intestins. Bon, bah là, je soigne ça et puis en avant, c'est terminé. Hein. Mais quand on souffre de symptômes chroniques depuis des années et que ça n'est pas expliqué par un shampoing que j'utilise et auquel je fais une allergie ou des choses comme ça, il faut bien sûr traiter au niveau physiologique, c'est hyper important, parce que à l'inverse, ne s'occuper que du système nerveux, ça ne sert à rien. Hein, si on Mhm. répare pas, bah, ça va pas aller en fait. Hein. Une flore intestinale déséquilibrée, elle se rééquilibre pas toute seule hein, si on fait pas ce qu'il faut Oui, bien sûr. pour nettoyer tout Mhm. ça. Donc c'est vraiment très important de travailler sur tous les plans en même temps. Ouais, c'est l'approche vraiment holistique Ouais, pour les maladies chroniques. C'est un peu c'est l'approche indispensable. fonctionnelle. Ouais, c'est indispensable. Mhm.
Alors, quand on soigne une dysbiose, par exemple, donc on va se focaliser sur l'alimentation, les compléments, l'hygiène de vie, etc. Et quand on veut réparer un système nerveux qui est dérégulé, qu'est-ce qu'on fait en fait? Ça passe par quoi, à part l'alimentation et l'hygiène de vie? Alors, ça passe par plusieurs choses. D'abord, par identifier de quelle manière on est dérégulé. Est-ce qu'on est en fight or flight? Est-ce que, donc en combat-fuite? Est-ce qu'on est en filement? Est-ce qu'on est complètement en shutdown parce qu'on est en état d'épuisement? Donc déjà, il faut savoir où on est. À partir de là, on va avoir des petits exercices. C'est toujours des exercices très simples, hein. Alors, c'est des exercices physiques. Ça peut être une respiration. Ça peut être un petit mouvement. Donc, c'est des choses très, très simples. Il n'y a rien de spectaculaire dans le somatic experiencing qui vont être adaptés à cet état-là. Donc, par Mhm. exemple, je suis complètement dérégulée en sympathique, je n'arrive jamais à m'arrêter, mes pensées tournent en permanence. Je ne vais pas demander à la personne de s'asseoir et de méditer. Mais par contre, je vais lui dire, bah écoute, tu vas courir. C'est souvent des gens qui sont toujours à fond. Donc c'est typiquement les gens qui vont courir et puis qui se font mal, quoi, hein, et puis qui vont courir avec le casque sur les oreilles, la musique à fond et qui s'arrêtent quand ils sont cramés. Et ben là, je vais dire à la personne, OK, tu vas courir, mais tu vas courir sans la musique. Et tu vas aller courir en regardant le ciel, en écoutant les bruits autour de toi, en te rendant compte que tu croises d'autres coureurs, en sentant la transpiration sur ta peau. Et en fait, ça, c'est un exercice d'ici et maintenant. Je suis dans mon Mhm. corps qui est en train de courir et je ressens ce qui est en train de se passer. Dans le ici et maintenant, il n'y a pas d'anxiété. Oui, c'est l'ancrage aussi. L'anxiété, c'est je suis en train de courir mes 10 kilomètres pour me faire mal et ma tête est en train de penser au dossier que je vais traiter Mhm. demain, au coup de fil que je dois passer, j'organise ma journée et souvent les gens qui font beaucoup ce qu'on appelle des sports en ligne, donc qui courent ou qui nagent ou qui font du vélo, sont des gens qui disent ah, mais moi j'adore, je vais courir 1 heure et quand je reviens, ma journée est organisée. Ah oui, mais ça, c'est la tête est dans un endroit et les pieds sont en train de Mhm. faire autre chose. Et ça, en fait, ça alimente l'anxiété, ça D'accord. entretient l'anxiété. Mais c'est un comportement qui amène un soulagement sur le moment et ça aide à tenir Mhm. pendant parfois des années, hein, on arrive à tenir comme ça. Voilà. Donc ça va être un exemple. Quelqu'un qui, par contre, n'arrive pas à sortir de chez lui. Il y a des gens qui sont anxieux et qui sont dans un tel état de figement qu'ils ils se retirent des relations sociales. Ça devient de plus en plus un peu comme un ours qui est réhiberné. Mhm. Bon, ben ça, je vais leur dire, je vais pas leur dire, OK, bah tu sors un samedi après-midi et tu vas prendre un bain de foule. Là, c'est les thérapies d'exposition. Traumatisant. Les thérapies Mhm. d'exposition, ça marche pas du tout pour les gens anxieux. Donc, je vais dire à la personne, bah, tu te mets à ta fenêtre ou tu te mets sur ton balcon ou tu te mets dans ton jardin. Tu te fais une boisson que tu aimes et puis tu vas regarder autour de toi. Tu vas regarder les arbres, tu vas ressentir la boisson que tu as dans tes mains et là, en fait, dans cet espace-là, la personne, elle va se sentir bien. Donc, c'est un exercice différent de celui qui est en train de courir. Mais en Mhm. fait, dans les deux cas, la personne, elle, c'est comme si elle rebranchait la prise entre elle et ses sensations. Et dans D'ac- cet espace-là, en fait, on est dans ce qu'on appelle le vagal ventral, c'est-à-dire l'état du système nerveux qui est la détente, la récupération, la connexion à soi et aux autres. Mhm. Et on va multiplier ces petits exercices. Et en parallèle, on va travailler sur l'émotionnel, on va travailler sur les ressentis, mais pas en faisant raconter à la personne son histoire. En général, les gens, leur histoire, ils la connaissent. Quand ils ont vécu des trucs difficiles, ils l'ont souvent déjà raconté à un psy, à un thérapeute, donc ils n'ont pas forcément envie de re-raconter parce que Mhm. ça n'a pas marché de raconter. Et parce que d'autre part, raconter les choses traumatisantes, ça a un effet de réancrage du trauma. Donc, c'est pas très Mhm. intéressant une fois que la personne elle en a conscience et elle sait ce qu'elle a vécu, c'est pas très intéressant de lui faire raconter et re-raconter. Donc, on travaille toujours au présent. J'étais au restaurant avec mon copain et puis d'un coup, j'ai fait une crise de panique. Il a fallu qu'on rentre.
j'ai pas pu finir mon repas. Ok, t'as ressenti quoi? Je pouvais plus respirer, j'avais peur, mais je sais pas de quoi. Je me suis mise à transpirer. Ok, t'as quel âge quand tu ressens ça? Ah ben j'ai 5 ans. Mhm. Ok. Et on va travailler là-dessus. Et on n'a pas besoin de savoir ce que la personne a vécu quand elle a 5 ans. Et peut-être que D'accord. même elle s'en souvient pas de ce qu'elle a vécu quand elle a 5 ans. Et à ce moment-là, ben, peut-être que la personne va se mettre à pleurer, peut-être que dans les jours qui viennent, elle va réaliser quelque chose et elle va relâcher ça. Et en fait, c'est comme ça qu'on travaille. Donc, il y a un travail avec les ressentis, avec l'émotionnel, avec une certaine forme de souvenir, on va dire, et des exercices adaptés. Mhm. Et en, en parallèle de ça, on travaille beaucoup sur nos besoins. Parce qu'en fait, quand on est anxieux, on met en place tout un tas de stratégies pour essayer de tenir. Et finalement, c'est essayer de s'en sortir qui compte plus que écouter ses besoins, poser des limites saines, se montrer aux autres tel qu'on est, etc. Donc ça, c'est un gros challenge en général pour les personnes Mhm. qui sont anxieuses. Faut qu'on travaille là-dessus. En fait, on travaille sur l'estime de soi, on travaille sur le self, en fait, pour Oui. rebâtir une saine estime de soi et progressivement, bah, organiser des choses et faire des choix qui nous remettent au centre et qui font qu'on se sent bien dans la vie. Et une fois qu'on fait ça, et ben après c'est pour toute la vie. Hein. Mhm. C'est un mode de vie en fait de sortir de l'anxiété. C'est pas je fais 4 exercices et puis je suis débarrassée et je continue ma petite vie comme avant. Ça c'est pas de la régulation, c'est une stratégie d'adaptation. Mhm. Hein. Donc en fait les choses changent, la vie change. Alors ça veut pas dire que on plaque tout, on va vivre à l'autre bout du monde, on se sépare. C'est pas forcément Oui, des oui. C'est pas choses forcément des grands changements. exactement, hein, mais on peut être amené à recalibrer certaines relations, à déménager parce qu'en fait, on se rend compte que Mhm. ben, on est dans un lieu de vie qui nous correspond pas du tout. On fait des choix qui nous correspondent mieux, en fait. Vivre une vie plus alignée après. Mhm. Exactement, exactement. Et en fait, à ce moment-là, c'est facile. D'accord. Mhm. Alors que souvent, enfin tout le temps, pour les gens anxieux, le changement, c'est quelque chose qui est monumental parce que le système nerveux est déjà en mode alerte depuis des années. Donc si en plus il faut changer quelque chose, là le système nerveux il dit non mais attends le changement c'est dangereux, on ne sait pas ce qui se passe quand ça change. Là au moins t'es peut-être pas confortable mais t'es en vie et moi mon job système nerveux c'est de te garder en vie. Donc on va pas bouger. Hein. C'est ça Mhm. son point de vue au système nerveux en quelque sorte. Hein. Oui, Hein. même si la situation, en fait, Même si la elle est situation pas du tout idéale, on va préférer le rester dans la système, zone de confort. ah oui, le système Mhm. nerveux, il n'est pas là pour nous rendre heureux, il est là pour nous garder en vie. Mhm. Donc, en ça, il fait son job. Hein. Et c'est important de le comprendre parce que souvent, il y a beaucoup de culpabilité chez les gens anxieux en se disant, je ne suis pas capable d'eux. Mais en fait, ils sont capables d'énormément de choses parce que depuis des années, ils consacrent une énergie folle à rester en sécurité. Et à partir Mhm. du moment où la régulation revient, bah, toute cette énergie dont on est capable, on peut faire plein de trucs avec, en fait. D'accord. Ok, wow, super intéressant. Que- Le message qui me tient à cœur, c'est de dire aux gens qui sont anxieux que l'anxiété, c'est pas une fatalité Mhm. et c'est pas un trait de caractère. C'est quelque chose qui peut changer. Et j'ai des centaines d'exemples de gens que j'ai accompagnés qui ont changé de manière phénoménale. Donc, il faut vraiment retrouver l'espoir, c'est important, quoi. Moi, en fait, j'ai une question quand même qui me vient à l'esprit, c'est au niveau des phobies. Quelqu'un qui a une phobie comme ça, inexpliquée depuis longtemps, va forcément avoir un système nerveux complètement dérégulé Complètement. aussi. Est-ce que Mm. toi, tu travailles un petit peu avec des personnes comme ça qui ont Plein, un... plein. Il D'accord. y a plein de personnes anxieuses qui sont phobiques. La phobie, c'est un symptôme. Et puis alors, la phobie, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup en cabinet d'hypnothérapeute. Hein, Mhm. quand je travaillais en hypnose, moi, je soignais pas les phobiques avec de l'hypnose. Je m'explique. La phobie, c'est un symptôme. C'est pas le problème en fait, la phobie. C'est juste quelque chose qu'on exprime de manière consciente pour essayer de retrouver de la sécurité. En hypnose, ça marche très bien de supprimer les phobies. Il y a quelqu'un qui vient, qui a la phobie des chiens, vous tombez sur un bon hypnothérapeute, en une séance, il peut Mhm. arrêter la phobie des chiens.
Mais 6 mois après, la personne, elle va avoir la phobie des ascenseurs. D'accord, Elle va ok. devenir Mhm. hémétophobe. Ou c'est comme une passoire avec de l'eau qui sort partout. On bouche un trou, ça ressort par un autre, en Puis on peut fait. avoir plusieurs phobies en même Et temps puis, on peut aussi. avoir plusieurs Mm. phobies en même temps. Donc, en fait, euh, la phobie, c'est pas un problème, c'est la solution qu'on a mis en place avec notre subconscient parce qu'à un moment donné, on n'a pas trouvé d'autre chose. Donc, Mhm. moi, je ne vais pas traiter la phobie. Moi, la phobie, elle me pose pas de problème. Je vais aller chercher ce qui est en dessous de la phobie, ce qui la cause. Et c'est comme ça qu'on en sort, Donc en fait. l'objet de la peur, en fait, n'a pas d'importance, quelle que soit la Non, phobie. Ok. c'est, moi, j'accompagne souvent des femmes qui ont ce qu'on appelle des phobies d'impulsion. C'est euh, la peur de faire du mal à autrui ou la peur de se faire du mal. Donc, c'est des personnes, c'est très, très impressionnant de vivre ça parce que d'un coup, on a un flash et puis on se voit se jeter par la fenêtre ou on Ouais, se voit effectivement. pousser quelqu'un sous une voiture. C'est très, très violent et c'est des gens qui ne passent jamais à l'action, hein. C'est la peur de faire quelque chose de mal. C'est pas Mhm. l'envie de faire quelque chose de mal, hein. Et en fait, ça, c'est paralysant. C'est des gens qui peuvent ne plus sortir de chez eux, en fait, à un moment donné, tellement ils angoissent à l'idée que ça survienne. Souvent, ça, ce sont des personnes, ce sont souvent des femmes, et ce sont souvent des personnes qui n'expriment pas du tout leur colère, qui Ah. sont hyper lisses, hyper gentilles, très people pleaser, toujours faire Hmm. passer les autres en premier. Et en fait, ce sur quoi on va travailler, c'est qu'est-ce qui s'est noué à un moment donné dans le subconscient pour faire que l'agressivité n'a pas le droit de sortir. Et du coup, elle sort de cette manière-là. D'accord. Voilà. Hmm. Et ça marche très bien, hein. On s'en sort très bien à partir du moment où on dénoue la cause. Les phobies s'arrêtent parce qu'on n'en a plus besoin. Mhm. Ça, non, c'est un sujet que je trouve vraiment très passionnant, moi, les phobies, parce que bon, c'est une expérience personnelle aussi. C'est pour ça que je te posais un peu les questions. Et ouais, c'est quelque chose qui est fascinant. Dans Euh, ce style-là, on trouve aussi tout ce qui est TOC, oui. les rituels de vérification, Mhm. euh, les, euh, les rituels par rapport à l'hygiène, enfin voilà, tout ce genre de choses, tout ce qui est vie très ritualisée, ou si je fais pas ça de cette manière-là, je me sens pas bien. Voilà, tout Il ça, va se passer ça. Et, voilà, ouais. c'est la même famille Mhm. de comportements, en fait, qui sont des comportements compensatoires, hein, tout simplement. D'accord. Donc, toujours pareil, en fait, en général, la cause de tout ça, ça se trouve dans l'enfance plutôt, en général, j'imagine. Souvent, souvent, Souvent. Mm. souvent. Sauf chez des personnes qui, plus tard, ont vécu quelque chose de vraiment très impactant, et ça va Mhm. démarrer à ce moment-là, mais généralement, ça démarre dans l'enfance, Mhm. voire même très tôt dans l'enfance. C'est pour ça que les personnes disent, ah, mais moi, j'ai toujours été anxieuse. De toute façon, Ah mes bah parents oui. m'ont toujours dit que moi, j'étais l'anxieuse de la famille. Alors, Mhm. c'est sûr que quand on se met ça dans la tête, ben, on se dit que c'est son caractère, hein, et Ça que, devient la vérité, oui, ça bien devient sûr. notre vérité, ouais. Ouais. Mm. Ok. Tu peux nous dire un petit mot sur tes accompagnements? Ah oui, bien sûr. Alors, moi, je ne fais pas d'accompagnement à la séance. Donc, je fais pas, on prend un rendez-vous, on fait une Mm. séance comme ça, parce qu'on guérit pas de l'anxiété Bien en une sûr. séance. Mm. Je voudrais bien, hein, si un jour je trouve le truc magique, je le ferai, mais c'est pas le cas. Donc, il y a deux manières de travailler avec moi, soit en individuel, soit en groupe, et c'est toujours un package. C'est un accompagnement global, donc qui est designé d'une manière un peu différente quand c'est de l'individuel et quand c'est du groupe pour que ça corresponde voilà, au fait qu'il y ait une seule personne ou au fait qu'il y ait plusieurs personnes. Et c'est tout un cheminement, en fait, avec des questionnaires au départ pour bien comprendre dans quelle famille d'anxieux on est, en fait, pour bien Mhm. comprendre quels seront les exercices qu'on fera, quels seront les exercices qu'on ne fera pas, pour pas enclencher l'alarme, hein, le système nerveux. Et puis, il y a tout un tas de livrets, d'exercices, d'introspection et des séances en live où on se parle en visio. Je fais que des accompagnements en visio, donc soit en individuel, soit c'est en groupe.
et où on va aller plus loin, débriefer sur les exercices, où je pose des questions, un peu comme quand enfin, c'est du coaching, hein, c'est du coaching Mhm. thérapeutique en fait ce que je fais. Et en fait, petit à petit, les personnes, en quelques séances, c'est ça qui est merveilleux, c'est qu'en fait, dès qu'on comprend comment ça marche, en quelques mois, euh, c'est fulgurant en fait les Mhm. changements Mhm. qui s'opèrent, les prises de conscience qui s'opèrent. Mes accompagnements durent 4 mois. Le programme de groupe dure 4 mois. L'accompagnement individuel, c'est 4, 5 mois. Enfin, il y a un peu plus de souplesse, comme il y a une seule personne. Enfin, on peut tailler un peu la durée en fonction de ce dont la personne a besoin. Et à l'issue des accompagnements, les personnes, elles ont compris, elles savent comment ça marche, pourquoi, Mhm. comment faire, et elles ont plus besoin de moi. Voilà. Ouais, super. Tu accompagnes hommes et femmes ou Hommes que et femmes, oui. hommes et Alors, femmes? j'ai beaucoup de femmes. L'anxiété, ça touche beaucoup les femmes. Aussi parce que il y a beaucoup d'hommes anxieux, hein, mais les hommes prennent moins soin d'eux, Mhm. parlent moins de leurs problèmes. Dans les cabinets de psy aussi, hein, il y a moins d'hommes que de femmes. Mhm. D'une manière générale, dans tout ce qui est le bien-être, le care, le soin, on croise moins d'hommes que de Mhm. C'est femmes. vrai. Hein. C'est, mais pour autant, ça s'adresse à eux aussi. Il y a eux aussi, ils ont un système nerveux, un système hormonal, un système digestif, des émotions, des traumas. Donc, oui, oui, j'accompagne moins d'hommes que de femmes, et j'en accompagne tous les ans plusieurs. D'accord, c'est ouvert à tous. Bah, et je vais mettre tes liens en description. Puis évidemment, si les gens qui nous regardent ont des questions, je vous invite à les laisser en commentaire. On y répondra de toute façon. Je te remercie vraiment énormément d'avoir accepté mon invitation et d'être venu nous expliquer tout ça. C'est fascinant. J'étais Et puis heureuse d'être bravo là pour ton et ouais, travail heureuse de aussi. partager sur ce sujet-là parce que je sais qu'il y a énormément de gens qui souffrent Mhm. d'anxiété. Donc, Mhm. c'est euh, c'est important, je pense, d'entendre un message qui dit gardez espoir, il y a une solution, quoi. Oui, absolument. Parce que ça pourrit la vie et on en a, enfin, et il y a des solutions, effectivement. Oui, je confirme. Merci beaucoup. Voilà. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo et puis à très vite. Au revoir. Au revoir, Alexandra.